Bonjour, ericgipourgeo.com et aujourd'hui je vais te dire mes 7 conseils trucs photo pour le mois d'avril 2025. Alors je me suis pas planté en espagnol, j'avais dit mars et j'ai rectifié, mais là c'est bon, on est bien en avril déjà. Mais avant je vais dire merci à mon sponsor Arvia école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie, mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. 2 points importants si tu n'arrives pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu voulais te former et profiter de ton CPF, compte personnel de formation, n'oublie surtout pas que si tu veux le faire à la retraite, de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, oui, on peut faire la formation à la retraite si tu t'es inscrit avant de partir, donc n'oublie pas ça. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, elle a enfin appliqué, et en fait, il y a juste 100 euros. La loi dit qu'il faut juste rajouter 100 euros à ton pécule CPF pour te former. Sauf si tu es demandeur d'emploi, dans ce cas-là, tu n'as pas à payer cette somme. Mais enfin, je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part. Le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti! Alors, ce mois-ci, les 7 conseils vont être autour des optiques, des objectifs. Voilà, pas objectifs de ce que tu veux faire dans ta vie, mais les optiques, objectifs de nos appareils photo. Alors, le premier conseil. Je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur le Fujifilm GFX 100 RF. Et comme j'étais à Prague, j'avais pas emmené ma mire qui est énorme, que je peux pas plier tout ça. Eh bien, j'ai fait ce qu'on peut faire quand tu n'as pas de mire, mais tu veux quand même tester au moins une partie des qualités optiques d'un objectif. C'est d'avoir un journal double page centrale que tu colles au mur. Tu fais attention que ce soit bien nivelé, tout ça, voilà, ok, et soit bien en face, bien au centre et tout ça. Et là, ça va te permettre de voir plusieurs choses. S'il y a de la distorsion, des formations, voir si ça vignette, et voir la netteté au centre et au bord. Alors, il faut essayer avec toutes les ouvertures possibles de ton diaphragme. Fais bien attention à ce que le papier soit bien collé contre le mur. Surtout s'il a été plié, eh bien, il y a peut-être un endroit où il se décolle un peu. Donc, si tu as pleine ouverture, quelques millimètres, ça peut faire un flou. Bah oui, parce que la profondeur de champ peut être très courte suivant l'objectif que tu testes. Donc, fais bien attention à ça. Et il est important d'utiliser des petites lignes. C'est-à-dire, ne prends pas un journal qui a plein de photos. C'est pour ça que je conseille un journal financier sur les pages avec les cotisations en bourse, parce que là, tu as vraiment plein de petits chiffres tout petits, et ça va déjà te donner une très bonne idée. Alors oui, c'est pas aussi parfait qu'une mire, mais je pense que pour la majorité d'entre nous, ça peut être suffisamment utile pour savoir un petit peu si l'objectif a des problèmes optiques ou la netteté, tout ça, d'avoir déjà une bonne idée. Je pense que ça aide déjà énormément. Donc, n'oublie pas, double page centrale d'un journal. Moi, j'avais pris le Financial Times, ça faisait très classe. Enfin, non, c'est ce truc que j'avais trouvé. Donc voilà, c'est vraiment moi qui l'ai trouvé. C'est une longue histoire. Bon, voilà, bref. À Prague, il n'y avait pas de journaux, voilà, pour te donner. Donc, j'ai demandé au patron de Digit Photo qui arrivait le lendemain, je lui ai dit, s'il te plaît, prends un journal à l'aéroport à Francfort, et parce qu'il passait par Francfort, et tu me l'apportes. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu le Financial Times. Enfin bref, n'oublie pas le truc du journal. Conseil numéro 2. Il faut absolument que tu comprennes pourquoi et avec quoi et comment tu veux utiliser l'objectif que tu veux acheter ou que tu as acheté. Parce que si tu ne fais pas cette analyse, un objectif qui peut être fantastique pour moi peut être problématique pour toi et vice-versa. Pourquoi? Par exemple, si tu dis, moi je veux un objectif pour faire du portrait. Imagine, tu as fait ton petit test sur le journal, les coins sont complètement mous, mais toi tu fais du portrait. En fait, ton sujet va être dans le tiers central, ou dans un tiers, et les coins mous vont tomber juste en phase avec la partie floue de ta photo, parce que tu seras sûrement à pleine ouverture ou presque. Résultat, tu ne vas jamais te rendre compte que les coins ou les bords sont flous. Donc ce n'est pas du tout un problème pour toi. Par contre, si tu voulais faire du paysage ou de la photo de reproduction de tableau ou de l'architecture face à une façade et tu avais besoin d'être à ouverture maximum, là ça va être une catastrophe. Si les bords sont mous et tu es en pleine ouverture et tu as un truc qui est plein en face, ça va être un problème. Donc c'est important de voir ça. De même, la partie physique, par exemple, tu veux faire de la photo, tu préfères peut-être une bague de diaphragme s'il y en a une qui soit crantée. Par contre, si tu fais de la vidéo, peut-être que tu préfères qu'elle n'ait pas de clic, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est dans quelles conditions je vais utiliser mon objectif. Parce que dans ce cas-là, le choix, plutôt dans un sens que dans un autre, est important. Conseil numéro 3. Continuons sur l'aspect optique. Le flair. Est-ce que cet objectif fait du flair?
Oui, non. Est-ce que toi, tu veux du flair ou est-ce que tu ne veux absolument pas de flair? Ça va dépendre de ce que tu veux faire. Non, non flair, mais faire. Et si tu en veux, il faut voir le type de flair. Quelquefois, c'est un simple rayon lumineux qui croise. Quelquefois, c'est des points de lumière qui font un genre d'écho. Quelquefois, bah, c'est carrément une invasion de lumière dans un coin, ça devient complètement laiteux. Après, ça peut être aussi, il peut avoir de la couleur. Quelquefois, il est genre arc-en-ciel, ou rougeâtre, ou bleu, ou vert. Tout ça, il faut que tu le vois parce que en fonction de comment tu veux utiliser l'objectif, ça peut être un allié ou un ennemi. On dit souvent que si tu ne peux pas contre tes ennemis, bah, vaut mieux s'allier à eux. Eh bien là, c'est pareil. Mais pour prendre cette décision, il faut être conscient de ce que fait ton objectif. Donc, bah, fais des photos vers le soleil, vers des sources de lumière, latérales, en face et tout ça, pour voir un petit peu tous les flares que tu peux avoir et voir si c'est un problème ou pas. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, n'oublie pas que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je parle pas matos, je parle uniquement conseils photographiques. Il y a un petit bouton rejoindre dessous pour que tu aies accès aux vidéos exclusives juste pour les membres. Tu verras aussi en description, j'ai des liens affiliés, c'est très gentil de les utiliser. Et d'ailleurs, si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Gibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, n'oublie pas, avec Luminar Neo et Aperti de Skylum, tu as 10% de remise en plus avec mon code Eric10. Alors, en plus de quoi? En plus du prix, mais remise en moins, on enlève du prix. Mais surtout, c'est en plus des offres qu'ils ont. Donc, même si tu vois une super offre, mets quand même mon code, ça sera encore moins cher pour toi. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Continuons. Arrivons sur le fameux célèbre bokeh. Bokeh qui veut dire, en japonais, flou. Beaucoup de gens confondent avec la profondeur de champ. En fait, tous les objectifs ont du flou suivant comment tu les utilises. Et c'est ce flou qu'on appelle le bokeh. Et donc, ce bokeh, eh bien, il faut l'observer. Souvent, je vois des gens qui disent, bah moi j'ai un objectif qui fait du bokeh. Ouais, mais enfin ils en font tous, donc ça dépend comment tu l'utilises. Mais on va peut-être parler du type de bokeh. C'est-à-dire s'il est doux, c'est-à-dire si les transitions sont douces, si au contraire c'est saccadé, si il tourne, il y a plein de formes. Donc ça c'est important de voir ça pour voir si c'est un bokeh qui te plaît ou qui en tout cas plaît à ton projet ou à l'idée qu'a ton client si c'est pour un client. Donc il y a cet aspect. Et donc, l'aspect de ce bokeh ne dépend pas de l'ouverture, du diaphragme, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du verre qui est utilisé pour faire l'objectif, ça dépend du revêtement intérieur de l'objectif, ça dépend aussi du nombre de lamelles qu'a le diaphragme. C'est plein de choses qui influencent. Donc, quand j'entends des gens qui disent un 50 mm, ça fait du bokeh, bon, à 50 mm 1.8, on entend souvent ça. Surtout les gens qui viennent du monde APS-C, c'est leur premier objectif hors kit, ils veulent absolument un truc qui fasse du flou. Eh bien non, avec un 50 mm 1.8, tu as du bokeh. Non, d'abord ils en font tous, mais deuxièmement, tous les 50 mm 1.8 n'ont pas le même aspect de flou. Donc c'est important que tu essaies de voir des photos avant de te décider quel est l'objectif qui t'intéresse en fonction de cet aspect. Conseil numéro 5, continuons sur le bokeh, mais là on va parler des points de lumière sur ce flou. Alors, tu vas faire une photo la photo, tu vas t'assurer que ta mise au point n'est pas bien faite et tu vas avoir des points de lumière au fond et tu vas observer. Eh bien, suivant le nombre de lamelles, tu vas avoir des résultats qui peuvent être différents, mais aussi pas que les lamelles, aussi la manière de construire. Tu peux avoir des points de lumière qui sont ronds, quelquefois ils sont ronds au centre, mais ils ont des yeux de chat sur les bords, c'est-à-dire ils sont ovales. Quelquefois ils sont ovaux, ovals, je sais pas comment dire, partout sur toute la photo. Quelquefois ils sont à facettes, même si tu es à ouverture maximum, simplement parce que le diaphragme, même à ouverture maximum, il fait quand même quelques facettes. Donc tout ça, faut que tu observes pour voir ce qui te plaît. Parce que suivant le type de photo, il y a des gens qui font tout pour ne pas avoir de partie floue, donc ça, les intéresse, c'est pas leur problème. Mais au contraire, il y en a d'autres qui veulent absolument des parties floues avec des points lumineux. Donc l'aspect de ces points lumineux, c'est une importance aussi. Donc pour les analyser, il faut que tu regardes, voir si ça te plaît. Conseil numéro 6, ce qu'on appelle les sun stars, c'est-à-dire les étoiles de soleil. Je ne sais pas pourquoi ils disent comme ça, parce que stars, c'est une étoile, sun, c'est une autre étoile, voilà. Enfin bref, là, tu n'es pas dans le flou, au contraire, tu es dans la netteté.
Et quand tu vas pointer vers un point lumineux, surtout quand tu vas fermer le diaphragme, alors ça dépend vraiment des objectifs. Certains, tu n'as pas besoin de fermer beaucoup pour que ça fasse un genre d'étoile. D'autres, il faut vraiment fermer au maximum. Et là, tu vas voir qu'il peut y avoir plusieurs rayons. Ça fait comme une étoile. Quelquefois, elles sont très nettes, quelquefois, elles ne sont pas complètement définies, quelquefois, elles sont très larges au centre et juste des petits points, des petits pics sur les côtés. D'autres, elles sont très allongées. Donc, tout ça, c'est important, suivant le type de photo que tu fais. Moi, par exemple, c'est un truc que je cherche pas spécialement. Pourquoi? Parce que je fais pas spécialement des photos en fermant le diaphragme pour voir ça. Par contre, il y a d'autres qui font la photo de nuit, qui adorent voir que les points lumineux, ça soit comme des petites étoiles qui brillent, qui scintillent. Donc, voilà, jette un coup d'œil à ça. Et ça, de nuit, vers un point de lumière, ou dans le noir, vers un point de lumière, tu vas pouvoir observer, ou même en plein jour, hein, vers le soleil, tu vas le voir en fermant, tu vas voir la réaction du soleil. La réaction de ta photo, le soleil, il s'en fiche un peu. Hein. Voilà, voir l'aspect que tu obtiens. Voilà. Dernier conseil. Alors, il pourrait y avoir un paquet de conseils en plus sur les objectifs. Mais là, j'ai parlé uniquement, sauf quand j'ai dit la bague et le nombre de lamelles, j'ai parlé du résultat optique. Donc, le conseil, c'est d'analyser les aberrations chromatiques de l'objectif, qui peuvent être un problème ou pas. Les aberrations chromatiques, tu vas les voir souvent quand tu es à contre-jour, ou par exemple du point de photo d'une feuille d'arbre où tu vas regarder les bords ou même les lettres hein, sur une mire ou sur un journal, tu vas regarder quelquefois tu as un genre de petit écho qui peut être un peu violet ou un peu vert, ça dépend. Et ça, c'est une aberration chromatique. Souvent, elles disparaissent quand tu fermes un peu le diaphragme, mais c'est important de le savoir parce que suivant ce que tu vas faire avec l'objectif, ça peut être important ou pas. Si tu fais de la photo en noir et blanc, normalement ça va pas être un problème. Par contre, si tu fais de la photo de produit, si sur chaque photo de produit il y a un écho de couleur qui se colle, c'est un problème parce que je pense que le produit on veut le montrer tel qu'il est et non pas tel que ton appareil le voit, tu vois. Donc tout ça, donc c'est un autre truc à analyser. Donc tu vois, tu as du pain sur la planche, connaître mieux tes objectifs. N'oublie surtout pas qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons objectifs, sinon de mauvais ou de bons objectifs pour ce que tu vas faire. Il n'y a pas non plus d'objectifs qui sont universellement bons ou universellement mauvais. Il y a des gens qui cherchent des objectifs avec des défauts, justement parce que ça donne un look spécial à leur photo. D'autres, au contraire, veulent un objectif parfait pour avoir le résultat le meilleur possible, le plus proche possible de la réalité. Mais ça, c'est à toi de voir. Donc, si tu as plusieurs objectifs, analyse-les tous pour savoir lequel prendre suivant les situations. Et si ton intention c'est d'acheter un objectif, après regarde des photos qui ont été faites avec, vois si ça correspond au look qui te plaît. Je pense que cette phase que j'ai expliquée, c'est un petit peu abandonner la partie analyse scientifique pour passer sur une analyse beaucoup plus artistique, esthétique de ce qui pourrait te plaire avec ton objectif ou tes objectifs. Voilà. Et bien voilà, merci beaucoup d'avoir vu la vidéo, mais avant de te dire au revoir, je voudrais remercier à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu te feras monter sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof qui dit ce qui va, ce qui va pas, et voilà, bon, le boulot d'un prof quoi, soit. Donc, ils ont 6 types de formations. Depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois sur celle que tu choisis, et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, mais enfin, tout ça c'est bien logique. Mais le mieux c'est que tu appelles Arvia, donc quand tu les appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part, et ils t'expliqueront, enfin toi tu leur expliqueras tes intentions de formation, et ils te diront quelle est la formation qui correspond le plus à tes besoins et tes envies. Mais ils te parleront aussi de tarifs. Moi je vais te parler de financement. Alors il y a plusieurs manières. La première c'est ce qu'on appelle l'autofinancement. C'est un mot qui fait très élégant, mais je te traduis, ça veut dire tu as l'argent, tu payes comme les 3/4 des choses qu'on achète. Autre possibilité, peut-être que tu veux profiter de ton CPF, compte personnel de formation. Chaque année travailler en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Alors, il y a certaines conditions. La première, si tu voulais te former à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, oui, on peut faire la formation à la retraite si on s'est inscrit avant de partir. Sinon, il te restera l'autofinancement, ou le cadeau de Noël, ou le cadeau d'anniversaire. Il n'y a pas trop le choix. Autre point important, sur ce CPF, si tu es en train de travailler, il va falloir que tu rajoutes 100 euros.
à rajouter à ton CPF pour pouvoir en profiter. C'est super parce que c'est pas une somme énorme et beaucoup de gens pensaient que c'était plus que ça. En fait, 100 euros, ça reste très raisonnable. Important, les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Mais parlons de demandeurs d'emploi, si tu es à la recherche d'un emploi, je te souhaite d'en trouver un, évidemment, qu'il soit bien rémunéré et qu'il te plaise. Mais en attendant, parle avec ton conseiller chez France Travail, Ex-Pôle emploi, tu lui expliques tes intentions de formation et tu parles de Harvia et t'expliqueras comment faire un financement ou un cofinancement de ta formation. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a énormément d'opportunités pour pouvoir se former. Mais le mieux, c'est ce que j'ai dit, c'est que tu parles avec Harvia. Donc je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Harvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erijour.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo erijour.com/fr/cours en ligne. Si c'est une quelconque question, je te laisse je te laisse rien du tout. Si c'est une quelconque question, tu poses la question en description. Dans ce que je vais dire, je te rappelle aussi que j'ai activé la zone membre de ma chaîne. Là, je parle pas matos, je parle uniquement technique photographique. Il y a un petit bouton dessous qui dit rejoindre pour que tu aies accès aux vidéos exclusives pour les membres. Là, oui, je te laisse aussi des liens affiliés en description. C'est très gentil de les utiliser. D'ailleurs, si jamais tu achetais chez Digit Photo, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui dit code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlant de code promo, j'ai aussi des codes avec Aperti et Luminar de Skylum. Luminar Neo, tu as 10% de remise extra avec mon code Eric10. Extra, c'est en plus des offres qu'ils ont. Donc, quand tu vois là, introduire le bon de remise, le coupon, je sais pas plus comment ils disent, le voucher, enfin là, tu mets mon code et là, c'est encore moins cher pour toi. Mille merci parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!